Baccalauréat technique 2012, les 2000 candidats affrontent les épreuves pratiques anticipées qui ont démarré ce matin. Le ministre en charge de l'Éducation était dans 2 centres d'examen pour s'assurer que tout allait bien. Le 19 juin dernier, nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Ce lundi, Tchessira Dombélé nous propose d'aller en apprendre davantage sur le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, une structure qui facilite la prévention et la prise en charge de la maladie. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à ce journal. Audience à la primature. Le Premier ministre a reçu ce matin un envoyé du gouvernement français, Jean-Félix Paganon, était porteur de messages du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes, Laurent Fabius. Les discussions entre le docteur Cheikh Modibo Diarra et le représentant spécial pour le Sahel étaient centrées sur la crise malienne et les solutions de sortie de crise. Écoutons Jean-Félix Paganon à sa sortie d'audience. Il s'est exprimé au micro de Agali Aguissa. Dont l'essentiel peut se résumer à la crise du Mali devra être résolue avec les Maliens et certainement pas sans les Maliens et a fortiori contre les Maliens. Donc les Maliens sont au cœur du processus de solution de la crise. La première chose que nous avons à faire, c'est de conforter le mécanisme de transition et les autorités de la transition. Donc ceci peut être fait de façon diverse. Peut-être peut-on réfléchir à ce que le Conseil de sécurité apporte sa caution et son appui à ce qui est en train d'être fait. Et puis au-delà, évidemment, il faut contribuer à la restructuration des forces armées maliennes, je dirais dans un double but. D'abord celui de conforter la transition et puis de permettre dans un deuxième temps, me semble-t-il, la restauration de l'autorité et de la souveraineté du gouvernement malien sur l'ensemble de son territoire. Voilà à l'instant Jean-Félix Paganon, porteur de message du ministre français Laurent Fabius. Nos excuses pour les problèmes de son rencontrés au début de cet entretien. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique, session de juillet 2012, ont débuté ce matin à Bamako et à l'intérieur du pays. Elles concernent 3 matières, la mécanique, l'électricité et la technologie de construction. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité 2 centres d'examen. L'objectif était de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Cette année, ils sont plus de 2000 candidats au baccalauréat technique. Reportage de Bourama Traoré. C'est à 8h41 que le ministre en charge de l'éducation est arrivé au lycée technique de Bamako. Un des centres d'examen est retenu pour les épreuves anticipées du baccalauréat technique session de juillet 2012. Une visite traditionnelle dont l'objectif est de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Constat, pas de problème. Pour le bac technique, la situation se déroule merveilleusement bien puisque nous avions à peine 2811 candidats. Par rapport au bac général où il y a plus de 101 000 candidats. Donc c'est dire que notre système éducatif est un peu déséquilibré en la matière et ce n'est pas en tout cas surprenant que ces épreuves-là se déroulent merveilleusement bien, tout est calme, tout est organisé, les gens sont à l'aise, même si les candidats et les candidates sont un peu crispés. Même constat de satisfaction au centre de formation industrielle à Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Le CEFI est le 2e centre d'examen visité par le ministre Wan. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique s'étendent sur 3 jours. Elles concernent les matières telles la mécanique, l'électricité, le dessin, la topographie et la technologie de construction. Pour les candidats, les premiers sujets étaient abordables. Le sujet était un peu bien. J'aurais une meilleure note même. Ça s'est bien passé car on avait déjà vu ces choses-là en classe.
Comme à Bamako, les épreuves se déroulent également à l'intérieur du pays, notamment à Sikasso, Koutala, Ségou et Mopti. Avec cette précision de taille, le baccalauréat technique ne concerne pas les 3 régions du nord du Mali. Une autre précision, le reste des épreuves du bac technique se tiendra le 10 juillet 2012, date retenue également pour le baccalauréat classique. Voilà, bonne chance aux candidats. Les épreuves anticipées du bac technique ont donc démarré ce matin dans tous les centres au Mali afin que les examens se déroulent dans de bonnes conditions et que les élèves du Nord ne soient pas oubliés. Des dispositions ont été prises par le département de l'éducation. Une session spéciale d'octobre leur est réservée. Pour en savoir plus sur ces dispositions, écoutons Assimi Adama Touré, directeur du Centre national des examens et concours. Il est au micro de Boubacar Sissoko. En 4 ans d'existence, le réseau des parlementaires maliens sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, APNAC Mali, a fait beaucoup de progrès. C'est pour faire le bilan de ces œuvres utiles que se tient la présente conférence de presse qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour la thématique. Un des événements phares que nous avons réalisé, en tout cas au Mali ici, a consisté à la réalisation d'une étude sur la corruption politique dans le processus électoral au Mali, auprès de l'ensemble de la classe politique, auprès de la société civile, auprès du gouvernement, auprès des collectivités, pour cueillir leurs avis, leurs préoccupations, leurs craintes, les manifestations de la corruption à leur niveau. Dehors des frontières du Mali, nous avons amené un certain nombre d'activités en Afrique. Pour permettre aux institutions de la République de repartir sur des bases saines et crédibles et une gestion plus transparente de la transition, le réseau APNAC Mali recommande au gouvernement de procéder à l'audit de la gestion de toutes les institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale, bien entendu. Procéder à l'audit de la gestion des sociétés et entreprises d'État, notamment l'UCOMA, qui doivent être audités. Le FID du Niger. Nous avons la Comatex, l'Agence pour le développement du Nord, l'ADN, l'ANCT. Le réseau des parlementaires maliens sur la gouvernance et la lutte contre la corruption a été créé pour contribuer à accroître les capacités des députés sur la gouvernance, doter les députés d'outils et de supports appropriés sur les concepts de gouvernance et de corruption, entre autres. Voilà, à l'instant, c'était plutôt le réseau des parlementaires maliens qui, sous la gouvernance et la lutte contre la corruption, APNAC Mali, qui a animé une conférence de presse cet après-midi à la Maison de la Presse. C'était pour faire, vous l'avez entendu, le bilan de ses activités depuis sa création en 2008. Le réseau recommande notamment au gouvernement de procéder à l'audit de la gestion de toutes les institutions de la République. Le reportage était de Daouda Siliki Diara. À présent, écoutons le directeur du Centre national des examens et concours, Assimi Adama Touré. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Depuis l'occupation des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, le gouvernement en place a eu pour souci majeur de faire en sorte que ces examens soient organisés sur l'ensemble du territoire national sans distinction. Qu'il s'agisse des élèves qui sont dans les régions non occupées, des élèves qui sont dans les régions occupées par les rebelles ou des candidats qui sont dans les pays voisins tels que le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, toutes les dispositions pour que ces candidats-là composent dans les mêmes conditions. Le département a décidé d'organiser 2 sessions, une session qui aura lieu au mois de juillet pour l'ensemble des candidats au DF, au CAP, au BT, au BAC et les examens des instituts de formation de maîtres, et une session spéciale qui sera organisée à partir du mois d'octobre pour les mêmes, dans tous les examens pour les candidats du DF, du CAP, du BT et du BAC. Et cette session n'est pas une session de rattrapage, ce n'est pas une seconde session, mais c'est une session spéciale organisée pour les enfants qui n'ont pu composer à la session de juillet. À la session de juillet, même les élèves du Nord qui se sont déplacés au Sud, qui peuvent composer, ils composent. Mais s'ils estiment que l'état d'avancement du programme ne leur permet pas de composer, ils attendent la session spéciale.
Mais la particularité, c'est sur quoi il faut insister, c'est qu'on ne peut pas composer aux 2 sessions. On compose à une seule session. Il est évident que les candidats libres pour l'instant, nous avons prévu qu'ils doivent tous composer à la session de juillet parce que c'est des fonctionnaires. Ces examens nous coûtent excessivement cher et la session spéciale est organisée vraiment pour les candidats réguliers. Voilà à l'instant Assimi Adama Touré, directeur du Centre national des examens et concours. Il se prononçait sur les dispositions prises pour un bon déroulement des examens cette année. Encore une fois, bonne chance à tous les candidats. Le Mali célèbre demain la journée internationale de lutte contre le trafic de drogue. À cette occasion, le ministre de la Défense et les anciens combattants s'adresse aux Maliens. Dans son message, il assure que le gouvernement du Mali est engagé à lutter efficacement contre le fléau de la drogue. Écoutons le colonel-major Yamoussa Kamara. Ses propos sont recueillis par Mamourou Sidibé. Chers compatriotes, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, commémore demain 26 juin la journée internationale dédiée à la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Le thème retenu cette année est « Action mondiale pour des communautés en bonne santé et sans drogue ». Le choix de ce thème se justifie d'autant plus qu'au Mali, le territoire national est immense avec une longue et poreuse ligne frontalière et les moyens de contrôle sont faibles, favorisant ainsi l'introduction et la dissémination des produits stupéfiants. Par ailleurs, la présence de réseaux islamistes et bandits armés en Sardine, AQMI et autres groupes dans le nord du pays, soupçonnés d'être fortement impliqués dans ce trafic, rend la situation inquiétante, surtout quand on sait que les jeunes constituent la majorité de notre population. Chers compatriotes, conscient du danger que représente l'abus et le trafic de drogue pour ces populations, le Mali s'est doté d'un service spécialisé dénommé Office central des stupéfiants, OCS. Structure pluridisciplinaire créée avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'OCS a pour mission essentielle de mettre en œuvre toutes les mesures envisagées au plan national, sous-régional, régional et international pour une lutte cohérente et coordonnée contre le trafic illicite des stupéfiants. Voilà à l'instant le message du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drogue qui sera célébrée demain mardi. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan informe les populations que le mois lunaire Chaban ou Sunkalo Makonon a débuté au Mali le jeudi 21 juin 2012. 2012 s'annonce probablement encore plus difficile que 2011 pour la société anonyme Énergie du Mali. Pour trouver des solutions de sortie de crise, la structure tient pour la 27e fois son conseil d'administration. La structure espère obtenir les 20 milliards de francs CFA de l'État inscrits au budget 2012 et ça a aussi besoin de l'intervention des partenaires techniques et financiers qui se font rares ces derniers temps. Reportage de Salimata Dao. Après une année difficile passée en 2011, la société EDM n'est pas certaine d'avoir un moment de répit en cette année 2012. La hausse du coût des hydrocarbures sur le marché mondial a été un coup dur pour la structure. À l'interne, les difficultés rencontrées ne lui ont pas non plus rendu la tâche facile. L'année 2011 a été marquée au plan national par un grave déficit pluviométrique avec comme conséquence la baisse de l'énergie d'origine hydraulique. La hausse de 10% du prix d'achat de l'énergie de Manantali, applicable à partir de 2012. Une très forte demande d'électricité avec un taux de croissance annuel de plus de 10%. La vétusté du réseau de distribution et de certains équipements de production. Le gel du prix du kilowattheure. Il est évident que la mauvaise pluviométrie conduit à l'accroissement de la part de la production thermique de l'énergie. Le prix des hydrocarbures étant élevé, le coût de la production de l'électricité est supérieur à son prix de vente. Une situation qui ne profite pas du tout à la société. C'est en prévision de cette situation
que la société a eu à solliciter a obtenu de l'État des appuis financiers. Pour 2011, ces appuis ont été de 20 milliards et pour 2012, il a été inscrit au budget de l'État le même montant qui devrait être revu en mars 2012. Force est de constater que cette situation est aggravée par les événements que vit le pays depuis quelque temps. Face à l'ampleur de l'enjeu, l'énergie du Mali a décidé d'intensifier les efforts dans la mise en œuvre du plan de redressement qui est axé sur la maîtrise des charges d'exploitation, le renforcement des efforts de recouvrement et de lutte contre la fraude, l'ajustement du niveau des tarifs et la mise en œuvre du programme d'investissement, entre autres. Voilà, espérons que DMSA trouve la solution pour cette sortie de crise. Les experts des structures de développement, les collectivités et les usagers du bassin du fleuve Niger sont en atelier depuis ce matin ici à Bamako. Ils identifieront le contenu de la charte du bassin du fleuve Niger, examineront les dispositions prises pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Alpha Maïga. La charte de l'eau du bassin du fleuve Niger est un engagement de ses États membres. Cela en synergie d'action avec les partenaires techniques et financiers. Des partenaires qui aujourd'hui ont opté pour un seul but, celui de préserver le fleuve Niger de certaines menaces, parmi lesquelles l'ensablement et les plantes aquatiques. Cet atelier offre l'opportunité à tous les participants de connaître les mesures prises du point de vue juridique pour la protection et la préservation de l'environnement du bassin. La cible sensibilisée aura la charge de ventiler à l'attention du grand public les messages pour informer tous les acteurs sur la nécessité du changement de comportement en vue d'inverser la tendance actuelle à la dégradation de l'environnement du bassin. Ainsi, au cours de cet atelier, les participants vont identifier le contenu de la charte du bassin du fleuve Niger et son annexe environnementale. Ensuite, ils vont examiner les dispositions prises pour la protection et la sauvegarde de l'environnement du bassin au niveau régional et national, permettant une participation efficace au processus de prise de décision. Signalons toutefois que le bassin du fleuve Niger reste aujourd'hui un véritable cordon ombilical entre ses États membres. Un petit pas pour parler agriculture avec la 18e session du comité de programme et de l'Institut d'économie rurale. C'était ce matin ici à Bamako. Une cinquantaine de chercheurs venus de diverses localités du pays vont examiner les réalisations de la campagne écoulée. Un rendez-vous annuel qui se situe dans le cadre de l'amélioration de la recherche agricole au Mali. Reportage de Timoro Konaté. La session du comité de programme de l'Institut d'économie rurale, un événement annuel dans la vie de l'IER. Pour cette 18e édition, ils sont plus d'une cinquantaine de chercheurs venus de diverses localités du pays pour débattre des réalisations et poser les jalons des orientations nouvelles. Les participants vont notamment statuer sur les domaines de production animale, des cultures irriguées et fluviales, de la foresterie et de la pêche. Dans chaque domaine, nous avons eu à faire des recherches pour mieux comprendre l'agriculture malienne en termes de filières, en termes depuis les semences jusqu'à la création variétale, la diffusion des semences, la mise au point d'itinéraires techniques et la diffusion des résultats. Au cours de la session, les participants vont examiner 71 documents, dont 59 retraçant les réalisations de la campagne écoulée et 12 projets de recherche. Si en 2010, les responsables notent avec satisfaction une production annuelle de 6 millions de tonnes de céréales, celle de 2011 est estimée à environ 5 millions. Une réduction des rendements due à la mauvaise pluviométrie enregistrée au titre de la campagne écoulée. L'édition 2012 de la session du comité de programme de l'Institut d'économie rurale se tient dans un contexte marqué par la crise politique et sécuritaire ayant engendré le déplacement de nombreux chercheurs des régions du Nord. En dépit de ces difficultés, l'IER a conçu un programme minimum pour préserver les acquis de l'Institut, donc maintien et préservation des ressources génétiques, production de semences de base, de pré-base, rédaction de rapports, fiches techniques, conduite donc des recherches de confirmation sur la base donc des financements disponibles. La session qui s'étend sur 5 jours devra aboutir à des résolutions susceptibles d'impulser un élan nouveau à la recherche agricole au Mali.
Direction le Cercle de Sang qui a désormais une seule institution de microfinance qui sera chargée du développement et de la promotion de la microfinance, dénommée Association pour le développement et la promotion de la microfinance au Mali. Cette association est issue de la fusion de 4 associations de microfinance du Cercle. Le lancement a eu lieu en présence de nos envoyés spéciaux Abdraman Maïga et Adama Keita. Permettre aux différents réseaux de microfinance de s'unir tout en travaillant la main dans la main et converger vers un destin commun. Telle est l'ambition du programme de microfinance rurale à travers cette mission de 4 jours qu'il a entrepris dans la région de Ségou. Première étape de cette sortie, c'est le cercle de 100 à 195 km de Ségou. Un cercle dans lequel la délégation a assisté à la toute première assemblée générale constitutive de la nouvelle alliance issue de la fusion entre 4 associations de microfinance de la place. La mise en place d'une telle structure est une approche nouvelle qui va améliorer les performances sur les plans qualitatifs et financiers. À travers cette fusion, les associations Djigifa, Fantan Djigi, Senoué Navin et Sémé Espoir vont disparaître au profit d'une nouvelle entité qui prendra désormais le nom de l'Association pour le développement et la promotion de la microfinance au Mali, Fantan Djigifaso. Ce nouveau regroupement sera dirigé par Bourama Koulibaly, élu au cours de cette Assemblée générale constitutive. Il est à la tête d'un bureau de 15 membres élargi par un comité de surveillance de 3 personnes. Le regroupement des 4 réseaux ne peut se faire que dans l'entente et dans la sérénité. Les techniciens, les élus et les membres doivent se donner la main pour relever le défi. Pour en arriver là, les délégués venus des cercles de Sang, de Tomia, de Bla et de Djéné ont d'abord élaboré les statuts et le règlement intérieur de la nouvelle association adopté au cours de cette rencontre. Un certain nombre de recommandations et de résolutions ont été également formulées par les participants. Celles-ci sont entre autres relatives au transfert des patrimoines des différentes associations à la nouvelle entité, à la dissolution des anciennes associations et enfin à l'obtention de récépissés permettant à cette association de mener légalement ses activités en République du Mali. Et puis des réactions par rapport aux agissements des groupes armés qui occupent les régions du nord du pays. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes dit avoir appris avec grande consternation et une véritable révolte les 100 coups de fouet dont a été victime un jeune couple à Tombouctou. Face à ce drame qui constitue selon elle une réelle violation des droits de l'homme, l'APDF tient à protester avec la dernière rigueur et invite les autorités à prendre des dispositions urgentes pour bouter hors de notre pays tous les salafistes, terroristes et leurs complices. Réaction également de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. La CSTM qui condamne avec la dernière rigueur les agissements inhumains sur la population des villes musulmanes depuis des millénaires. Son comité exécutif national demande aux autorités du Mali de prendre les dispositions urgentes et impératives pour que de tels actes ne se reproduisent plus. La CSTM qui rappelle au gouvernement que la priorité des priorités demeure la récupération totale des régions occupées et le retour de l'État dans toute sa plénitude dans les dites régions. Informer les étudiants sur les produits de l'APEJ en général et sur le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes en particulier, c'est l'objectif des séances d'information et de sensibilisation dans 10 écoles du district de Bamako. Cette activité doit permettre aux étudiants de mieux s'approprier des mécanismes d'intervention de l'APEJ en termes d'auto-emploi. Reportage de Adama Tangara. Ces séances d'information et de sensibilisation dans une dizaine d'écoles du district de Bamako sont relatives au développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. L'Agence pour l'emploi des jeunes, APEJ, en initiant donc ces activités, a voulu informer les étudiants sur leurs produits en général et sur le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes en particulier. Des activités qui vont permettre aux étudiants de mieux s'approprier des mécanismes d'intervention de l'APEJ en termes de l'auto-emploi. Elles permettront aussi de favoriser le développement de l'emploi indépendant et de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Nous avons décidé d'aller à la rencontre justement au niveau des espaces scolaires des futurs diplômés sur le marché du travail et leur expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir être un salarié, mais de penser aussi
créer son entreprise. Ça, c'est une alternative pour lutter contre le chômage. Cette initiative doit être encouragée d'une manière générale dans les universités, dans les grandes écoles, pour qu'enfin les finalistes puissent trouver un chemin, surtout vers lequel ils pourront trouver un emploi. Ainsi, en termes de résultats attendus de ces séances de sensibilisation, il y a entre autres l'appropriation du monde estudiantin des mécanismes d'intervention de l'Agence pour l'emploi des jeunes, APEJ, et préconiser aussi des alternatives pour pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. Le groupe Wasselor vient de rénover la maternité du centre hospitalier universitaire de Kati. Le pavillon flambant neuf a été remis au commandant de la 3e région militaire de Kati, le colonel Prosper Camara, qui a exhorté les bénéficiaires à bien entretenir la maternité offerte par le groupe Wasselor. Un don qui répond à l'un des soucis majeurs de la direction centrale du service de santé des armées, qui fait face à un problème d'insuffisance de matériel et à l'état de vétusté avancée de ces infrastructures sanitaires. Le coût de l'infrastructure est estimé à 7 millions de francs CFA. L'hôpital de Sikasso ajoute une nouvelle corde à son arc en matière d'offres de soins de santé. La structure sanitaire du Kénédougou vient de réussir l'implantation de pacemakers aux piles cardiaques. Cette première implantation cardiaque couronnée de succès ouvre la voie à la prise en charge au Mali des défaillances de la pompe cardiaque et autres pathologies du cœur. Sidi Djourté n'a pas assisté à l'intervention, mais il était bien là lorsque les médecins ont annoncé la bonne nouvelle. En procédant à cette implantation de pacemaker ou pile pour une durée de 15 ans sur le cœur d'une patiente sextagénaire souffrant d'insuffisance cardiaque, l'hôpital de Sikasso, à travers son service de cardiologie, veut prouver son efficacité à vaincre les maladies cardiovasculaires de l'homme. Une entreprise capable de rehausser la dimension internationale de l'hôpital. Avec l'appui toujours du ministère de la Santé, le cardiologue a bénéficié d'un appui et d'une formation à Dakar pour la mise en place de pacemakers qu'on appelle communément piles cardiaques. Nous sommes ce matin devant cette première tentative à l'hôpital de Sikasso et nous pensons que depuis, alors il est possible qu'au Mali on puisse placer ce qu'on appelle les pacemakers. Pour cette opération première du genre à Sikasso, l'hôpital a su mobiliser toutes les énergies nécessaires afin qu'elle soit un véritable succès. Différents appareils rentrent en ligne de compte, à savoir entre autres la matière elle-même, un pacemaker, double de stimulateurs cardiaques externes et internes, un programmateur Saint-Gide médical et biotronique. Nous avons d'abord mis en place une sonde de simulation temporaire que vous avez une pile par voie fémorale, donc qui nous a permis d'assurer une fréquence cardiaque normale. Car à l'arrivée, la patiente avait déjà fait une syncope, donc son cœur battait pratiquement à 20 par minute. Nous avons implanté un pacemaker, donc qui est une simulation définitive. Donc la pile est programmée pour une fréquence de 60 battements par minute. Il n'y a plus à hésiter face à une pathologie cardiaque. L'hôpital de Sikasso est équipé, dispose de personnel compétent pour faire face à donc toutes ces pathologies. La patiente se porte bien et l'hôpital de Sikasso reste désormais une fierté nationale dans le cadre d'une pose de sonde. Voilà une bonne avancée en matière de prise en charge des malades du cœur dans la région de Sikasso. Retour à Bamako, le vice-président de Dafra Pharma a remis cet après-midi au siège de son dépôt, Siza Bako Djikoroni, des lots de médicaments d'une valeur de 51 millions de francs CFA pour les populations du cercle de Niafonké. Ce lot de médicaments a été remis au président de l'Assemblée nationale, Younossi Touré, en présence des membres de l'association des ressortissants de Niafonké, et c'était aussi en présence de notre reporter Mahamadou Doumbia. Cette cérémonie était modeste certes, mais grandiose à la fois pour la simple raison qu'elle symbolise un soutien aux populations du nord du Mali qui souffrent des exactions infligées par des bandits armés. Pour aider spécifiquement les populations de Niafonké, Ousmane Massinanké a remis au président de l'Assemblée nationale des lots de médicaments d'une valeur de 51 millions de francs CFA. Je n'ai aucun mérite. J'ai été interpellé par le devoir et je me suis manifesté en dignitaire. Un comprimé, c'est pas petit. Des millions, c'est pas beaucoup. On ne peut rien faire pour aider son terroir et dire que j'ai trop fait.
Non. Soyez nos interlocuteurs. Soyez, comme d'habitude, nos interprètes auprès de ceux qui nous attendent là-bas. Ceux qui attendent de nous pour dire qu'on est là, on ne les a pas oubliés. Ainsi, en cette période cruciale de notre existence, chaque citoyen est interpellé où qu'il soit. Et selon le président de l'Assemblée nationale, l'heure des discours doit être révolue. Ce don de médicaments, d'une valeur de 51 millions, comme je viens de le dire, vient à point nommé. Car, figurez-vous, les CESCOM installés dans la zone, ainsi que l'hôpital de référence de Niafunké, sont complètement dépourvus de médicaments. Nos populations manquent de tout. Les greniers ont été éventrés et pillés. Les transporteurs ne peuvent pas passer sans être réquisitionnés, sans être amendés. Les familles sont visitées, extorquées. Bref, nos populations vivent dans une situation qui est indigne de notre pays en ce 21e siècle. Une autre remise de médicaments d'au moins 11 600 000 francs CFA avait été faite par un autre ressortissant de Niafunké, Diadje Sangare. Globalement, à ce jour, le SEC de Niafunké a donc reçu environ plus de 62 millions de francs CFA de médicaments en plus des fournitures de carburant pour l'adduction d'eau potable et l'électricité. Voilà un beau geste de générosité envers nos populations. Le syndicat des travailleurs du rail, Citrail, lève son mot d'ordre de grève lancé le 12 juin dernier. Déclaration du secrétaire général du syndicat, Maraman Tienta. Écoutons-le au micro de Sokona Kamisoko. Vu la satisfaction de 18 points sur les 19 points de revendication, notamment le point 6 relatif à la mutation arbitraire dont l'annulation a été obtenue, le syndicat des travailleurs du rail remercie le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme, la Direction générale du Transrail, la Direction nationale du travail et l'ensemble des travailleurs du rail pour leur implication dans la résolution de cette crise. À cette fin, le Citrail lève donc son mot d'ordre de grève lancé le 12 juin. Parlons à présent sport football. La 23e journée du championnat national Ligue 1 s'est poursuivie hier avec 2 matchs au stade Modibo Keïta. La Jeanne d'Arc a battu les 11 créateurs de Niarela et mis la pression sur le peloton. Le Diolibasté est sorti victorieux du choc au sommet en dominant le CS Dougou-Wolonfila 5-0. Les Rouges consolident ainsi leur avance en tête de classement avec 57 points. Siragatou Sissé nous résume les 2 rencontres. Le Djoliba assez pour confirmer son leadership en tête du classement de la Ligue 1. Le 16 Dougoulo-Fila pour garder jalousement sa 3e place, menacé par l'Aïs Bakriyan de Baraweli et la Gendarme. Voilà les principaux enjeux de ce match phare de la 23e journée. La pression monte dans les 2 camps. C'est une équipe ultra commando du Djoliba qui appuie sur l'accélérateur. Dès la 3e minute, Boubacar Bangoura avec un brin de chance donne le ton. 1-0 pour le Djoliba. Hamara Fofana double la mise à la 14e minute. Les supporters rouges jubilent de tous les côtés. Le 16 Dougoulo-Fila est perdu sur le terrain. 32e minute, Boubacar Bangoura à la lutte avec Mohamed Traoré bat Bakili d'une frappe croisée. 3-0. L'attaquant international porte son capital à 13 buts, donc le meilleur artificier. Les visiteurs venaient de prendre un surcoup au moral. On signale au passage le double sauvetage du gardien Cheikh Oumar Bakili face à Alou Bagayogo et Boubacar Bangoura. De retour des vestiaires, le Djoliba augmente sa puissance de frappe. 50e minute, Idrissa Nama Laiko Traoré marque le 4e but sur un centre précis de Lassina Diarra. Comme une seule équipe sur le terrain, le Djoliba fait tourner le ballon. 90e minute, Alou Bagayogo signe le 5e but des Rouges. En remportant tous les matchs au sommet de la saison, le Djoliba AC reste non seulement leader, mais aussi invaincu. Les Rouges sont tout proches du titre de champion 3 ans après le dernier sacre. Le deuxième face-à-face opposait la Jeanne d'Arc et 11 cratères de Niarela. La JA domine carrément les débats et trouve le chemin des filets. Au 26e minute par son buteur maison, Boukadari Fomba, et 30e minute par Boubacar Mariko. La seconde période ne sera qu'une simple formalité pour la JA.
Score final 2-0 pour la vieille dame. De victoire en victoire, la Jeanne d'Arc est en route pour la 3e place qualificative à la prochaine Coupe de la Confédération. Voilà, 2 beaux matchs. Et nous parlons sport toujours. Les 18e championnats africains d'athlétisme débutent demain au Bénin et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine. Ces Jeux verront la participation du Mali avec 10 athlètes. Le RTM vous propose des retransmissions du mercredi au dimanche, peu après le journal de 13h et ce jusqu'à 17h ou 18h. Par conséquent, certaines émissions ne pourront pas être diffusées pendant ces tranches horaires. Voilà, à suivre donc sur l'ORTM, les 18e championnats africain d'athlétisme qui débute demain au Bénin. En tout cas, bonne chance à nos 10 athlètes. Entre le sport et la santé, il n'y a qu'un tout petit pas. La chronique santé du jour nous emmène à la découverte du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, un espoir donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie génétique. Depuis sa création en 2010, ce centre a déjà répertorié quelques 2000 patients et cherche à faire connaître la maladie pour faciliter sa prévention et sa prise en charge. Focus Santé est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli. C'est ici, à quelques mètres de l'entrée de l'hôpital du Point G, que se trouve depuis 2010 le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Il est l'aboutissement des efforts de l'État dans le combat pour la prise en charge adéquate des malades de la drépanocytose. Cette maladie génétique est présente chez 1% des enfants qui naissent chaque année au Mali, soit entre 5 et 6 000 naissances de drépanocytaires par an. Avec la création de ce centre, c'est tout un espoir qui est donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie du sang. Depuis l'ouverture, donc, on fonctionne selon une médecine préventive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à enregistrer les malades et à les suivre régulièrement tous les 2 ou 3 mois en fonction de l'âge, pour faire en sorte qu'on puisse détecter très précocement les complications. Et les consultations sont ouvertes aussi pour des malades qui, entre-temps, ont fait des complications pour être hospitalisés. Donc, volet préventif, volet prise en charge des cas aigus. Et l'hôpital de jour est ouvert de 7h30 pratiquement jusqu'à 20h pour recevoir ces cas aigus-là. Donc au jour d'aujourd'hui, on est actuellement à plus de 2000 malades répertoriés dans le centre et qui sont suivis régulièrement tous les 3 mois dans le centre. La drépanocytose ou anémie falciforme n'est pas bien connue du grand public. C'est pourquoi dans les couples, les conjoints peuvent souvent se rejeter la responsabilité d'être la cause de la maladie chez leur enfant. Un enfant ne peut pas être drépanocytaire si l'anomalie génétique à l'origine de la maladie ne se retrouve pas à la fois chez le père et chez la mère. La forme maladive de la drépanocytose coûte cher au ménage en ce qui concerne sa prise en charge, puisqu'elle nécessite un suivi régulier et se détecte chez l'enfant dès l'âge de 6 mois à travers quelques signes. Pour la forme majeure, les manifestations commencent généralement très tôt dans l'enfance. C'est des manifestations dont j'avais parlé, notamment le gonflement des pieds et des mains chez les petits-enfants, mais plus tard, c'est plutôt ce qu'on appelle, peuvent apparaître des douleurs articulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les complications aiguës et principalement la crise drépanocytaire. Et elle se manifeste effectivement, dont la première manifestation, c'est la douleur. Donc la douleur au niveau des os et des articulations. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission le diagnostic, la prise en charge de la maladie, la formation, la recherche. Quand un patient arrive ici, les spécialistes du centre cherchent d'abord à infirmer ou à confirmer par des analyses la présence du gène drépanocytaire chez le plaignant. Tout se fait ici, dans ce laboratoire, où nous avons des équipements de dernière génération qui nous permettent de rendre un certain nombre de bilans hématologiques et biochimiques afin d'aider le médecin dans sa prise de décision médicale. En ce qui concerne le dépistage, nous avons juste besoin de 5 minutes pour rendre un résultat. Pour ce qui est des paramètres hématologiques, disons que c'est 2 minutes. Et puis la biochimie, au maximum 5 minutes également.
Le centre de lutte contre la drépanocytose dispose de l'un des 2 Doppler transcrâniens du continent. Un appareil qui permet de dépister à temps chez les enfants les complications qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Et le gros avantage de cet appareil, de cette mesure, c'est que l'on va, en mesurant la vitesse, on va détecter les sténoses au niveau de l'artère cérébrale. Ce qui fait que, à partir du moment où on a détecté ces sténoses se manifestent par une augmentation de la vitesse, ce que je repère en prenant les mesures de la vitesse. Et à partir du moment où ces enfants présentent une vitesse accélérée, on va mettre en place soit un protocole de surveillance tous les 3 mois, en vérifiant tous les 3 mois que les vitesses ne vont pas trop accélérer. Et si elles arrivent à un certain seuil, on va mettre en place un protocole très spécifique pour cet enfant drépanocytaire à base de transfusion mensuelle. Ici, on insiste là-dessus, l'enfant drépanocytaire doit se soumettre à cet examen tous les 3 mois. Pour mieux faire connaître la maladie, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ne concentre pas ses efforts que sur la ville de Bamako. Il a commencé à former des relais communautaires comme les directeurs d'école, les hommes de médias en vue de vulgariser les connaissances sur cette maladie. Voilà, merci Tchessira pour la présentation de ce centre, un espoir pour les malades de la drépanocytose. Et puis je reviens sur ce communiqué. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe les populations que le mois lunaire Chaban ou Sunkalo Makonon a débuté au Mali le jeudi 21 juin 2012. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 10h et 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous pour 18h et 20h. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci à tous.